Cet arbre-là, c'est un mao, et en fleurs. Le grand Miko habite dans les montagnes depuis toujours. Il travaille avec les plantes, un savoir qui lui vient de ses ancêtres esclaves. Les vieux marrons, les esclavages, là, étaient guéris par les plantes. Ils attrapaient rien que des plantes pour guérir les gens. Il n'y avait pas de docteurs, ils n'ont pas eu rien longtemps. Tout était les plantes. C'est comme ça qu'on a commencé à faire de traiter les gens. C'est par les plantes. Il n'y avait pas le médicament, le produit chimique, là, il fait en Amérique, et on voit ici pour tuer nous avec. Avec Pierrick et Patrick, ils échangent des informations, des points de vue pour reconstruire leur histoire. C'est encore un sujet tabou de dire que dans notre famille, on peut avoir des ancêtres descendants d'esclaves. Et même chez des personnes de couleur, des personnes noires, pour eux, dire que mon ancêtre était esclave, c'est encore un sujet tabou. Les Réunionnais ont mis du temps à se parler. Les gens étaient racistes, que les Blancs ne mélangeaient pas avec les Noirs. Chacun son côté. Un Blanc, il n'est pas assis dans la cuisine d'un Noir, là, hein? Ou un Noir, il n'est pas assis dans la cuisine d'un Blanc. Ou un Blanc ne va pas marier avec un Noir. À ce moment, ils passaient chacun sa distance. Hein? Tout bon gros blanté, il tape les esclaves. Mais la l'île a sauvé dans la forêt. Au prix bon Dieu pour notre liberté. L'île a sauvé dans la forêt. La famille Barrault possède l'un des derniers grands domaines de l'île. La femme d'Yves Barrault est mauricienne. Ils ont eu 3 enfants. Si mon mari m'aidait un peu quelquefois à venir récolter. Hein, chérie ? Pourquoi il n'y a pas suffisamment de jardiniers pour récolter là? Il y a beaucoup de jardiniers là. Bien sûr. Bon, excuse-moi, chérie. Une demi-journée. Yves Barrault est l'aîné et comme tous les aînés de sa famille, il s'est marié avec une femme du même milieu que lui. Mon père, ma sœur aînée, ma cousine Germaine, mon cousin Germain, mon frère et moi. Nostalgique d'une époque, il reste fidèle à une certaine conduite. Merci madame. Merci bien. Pour moi ça? Pour moi, hein, j'ai trouvé que la vie que je menais il y a 50 ans de cela était beaucoup plus agréable. D'abord, on était servis, chose qu'à présent, nous n'avons plus de service. Et même le dimanche, nous avions des domestiques qui travaillaient à mi-temps, du personnel qui travaillait à mi-temps. Un dimanche l'un, un dimanche l'autre, nous avions toujours du personnel. Maintenant, il n'y a plus personne depuis le samedi. Vendredi après-midi, c'est fini. Et c'est tout à fait normal. Oui, mais c'est plus normal. Il faut évoluer avec son temps. Est-ce que vous auriez accepté le métissage en fait dans votre famille? L'île est métissée, mais vous, est-ce que vous l'auriez accepté? Je ne pense pas, pour la bonne et simple raison, c'est que... Notre fils aîné qui nous a dit que même s'il fréquentait des gens qui n'étaient pas de sa condition, mais qu'il respectait suffisamment le nom que lui avait donné son père pour ne pas faire une mésalliance. Un comportement marginal. Aujourd'hui, le moringué, la danse des esclaves, interdite pendant des années, refait surface. De tous les âges, de toutes les origines, les jeunes Réunionnais affichent leur métissage et leur descendance avec fierté. Il n'y a pas eu de transmission par voie orale de génération en génération par des anciens. Ils ont voulu oublier la période d'esclavage. Okay? Donc du coup, mais les enfants qui viennent ne savent pas leur histoire. C'est pour ça beaucoup pratiquent le moringue. C'est à travers le moringue qui fait une recherche d'identité culturelle.
Cette mixité a transformé la Réunion en exemple d'intégration. Non seulement on est plus tolérant que les autres, mais on commence à se rendre compte à quel point c'est un cadeau et un trésor. Et aujourd'hui, les Réunionnais sont extrêmement fiers de cette différence-là, justement, qui les met en quelque sorte en avance sur le reste de la planète. De ces montagnes, de cet isolement, est née une richesse que la Réunion a su préserver, la tolérance. La tolérance, comme si l'île de la Réunion était un grand navire habité par 700 000 femmes et hommes d'équipage. En tout cas, un exemple à méditer. Mais Alice, vous avez encore changé de décor ? Eh bien moi, Georges, je suis descendu du volcan pour vous montrer un autre lieu extraordinaire. Ici, pas une maison à la ronde, pas un être humain qui se soit installé, car nous sommes dans la région du Grand Brûlé. Elle porte bien son nom, c'est le sud-est de l'île. En fait, c'est un enclos dévolu au piton de la Fournaise, 100 km², car lorsqu'il rentre en éruption, eh bien, toute la lave dégouline sur ce côté-là de l'île. Par exemple, cette coulée sur laquelle je marche, eh bien, elle est tout à fait récente, elle date de 2004. Alors je suis avec Thomas Stodacher, vous êtes directeur de l'Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise. Bonjour. Bonjour. Alors quand on voit le nombre de coulées là, sur le flanc du volcan, on se dit que c'est très très actif ce piton de la Fournaise. Voilà, le piton de la Fournaise, c'est probablement le volcan avec le plus d'éruptions par an dans le monde. Et depuis 1998, on a observé 18 éruptions. Et par exemple l'année dernière, il y en avait 4. On peut aujourd'hui, avec nos réseaux, prévoir des éruptions à long terme. Ça veut dire 2-3 mois avant une éruption, on observe le premier précurseur de ces éruptions. Chaque éruption est précédée par une crise sismique. Et les crises sismiques durent en général entre 20 minutes et plusieurs heures. Alors ici, cette coulée, par exemple, elle est allée jusqu'à la mer. Cette coulée est allée jusqu'à la mer, oui. Elle a commencé le 13 août sur le haut à 2300 mètres d'altitude. Et après, elle est descendue, je crois qu'elle est arrivée ici vers le 25 août, ça veut dire 12 jours plus tard. Ah, elle a mis 12 jours le 25 ou 26, elle est arrivée à la mer. Donc la route a été coupée, comment les gens font alors ? Les gens, dans un premier temps, il faut qu'ils fassent le tour, parce que c'est vraiment bloqué, parce qu'on ne peut pas la traverser. Et après, dans un deuxième temps, au bout de, en général, 2 semaines après la fin de l'éruption, on balise avec l'ONF, la DDE, l'Observatoire. On essaye de trouver un tracé où les gens peuvent passer à pied. Cette coulée, par exemple, elle a agrandi l'île de 20 hectares. C'était une plateforme sur la mer qui faisait 300 mètres de largeur. Si on met l'oreille et l'œil sur le volcan, qu'est-ce qu'il nous dit là en ce moment ? Les prévisions pour l'instant, c'est on arrive plutôt à un point tranquille depuis la dernière éruption. Il n'y a pas les fissures se sont plutôt refermées. On a avec le GPS a vu que le sommet est plutôt en train de se rétracter légèrement. C'est-à-dire on peut peut-être passer dans une phase un peu plus tranquille dans les mois à venir. Bon, pas d'éruption à prévoir dans les mois prochains. Non. Merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, la côte du sud de l'île de la Réunion est sans arrêt remodelée par ces coulées de lave successives. Alors ça ne facilite pas le travail des gens qui vivent de la mer et notamment des pêcheurs. Vous allez voir que pour sortir leur bateau, il faut affronter bien sûr la mer, mais aussi les difficultés d'accostage. C'est le sud, sauvage, rude comme les hommes habitués à vivre avec cette nature hostile, tourmentée. La houle, le vent, les courants, les cyclones, les pêcheurs du petit port de Langevin savent observer la mer. Tous les matins, face à l'élément déchaîné, ils se posent la même question. Y aller ou pas? Ce matin, c'est non. Vous voyez bien que ça blanchit tellement que c'est impossible de mettre le nez dedans. Pour partir en mer, sur plusieurs kilomètres, il n'y a que ces petites avancées creusées dans la lave. 1,50 m de large, pas plus, dangereuse à cause du ressac. On travaille toujours avec une petite frayeur lors de la sortie et de rentrée. Mais en mer lui-même, nous on n'a pas peur, nous la mer c'est notre dada. Mais vu l'infrastructure qu'il y a, on est obligé d'avoir peur. Le grand-père de Jean-Pierre Grondin a perdu la vie en débarquant un jour de mauvais temps.
Quand la mer est forte, les accidents sont nombreux chez les pêcheurs. Alfred n'avait pas venu là? Fred. Tous ont connu un jour une mésaventure. Vous avez déjà fait mal, vous, ici? Oui. Qu'est-ce que vous avez été arrivé? Ben, le pied, tu vois, le pied, toi, dans les creux là. Oui. Plusieurs fois, oui. Moi, j'ai arrivé, on dans la barque, ça pas gagné, on dans la sortie de la mer. Mais heureusement, la mer était belle, si la mer était rude, t'es foutu. Autour de Langevin et partout dans le sud, ce décor de lave. Cette côte déchiquetée n'en finit pas de subir les assauts de la mer et de ses vagues, parfois meurtrières. Entre la houle d'été australe et la houle d'hiver qui vient du sud-est, trouver un moment de calme est un vrai casse-tête. Ah, après, il faut attendre 3-4 jours que la houle passe. Après, on a encore 2 jours de mer calme. Après, c'est de nouveau un front froid, la houle, ainsi de suite. Ce matin, la mer s'est apaisée. Mais pas le vent. Vous voyez la différence là, quand je vous parlais de débarcadère, là la mer est belle, elle est calme, on peut bien rentrer et sortir, mais le problème c'est qu'on risque d'avoir du vent. Avec les alizés, eh ben, c'est pas évident de mettre le bateau sur un quai de poisson parce qu'on travaille manuel. Il y a plusieurs points de repère comme ça qu'on essaye d'enregistrer, quoi. Parce que là il n'y a ni sondeur ni GPS. Pour pêcher dans le sud, il faut donc attendre une météo clémente, être au moins 4 pour descendre la barque, faire attention au ressac, parfois traître, laisser filer l'embarcation en douceur, la ramener délicatement sur le côté, mais pas trop près des rochers, pour embarquer le deuxième marin. Enfin, après plus d'1 heure de manipulation, c'est parti. En espérant une seule chose, que la météo ne change pas dans la journée. Ici dans le sud sauvage, moi je dirais on a 4 mois de bonne mer, 6 mois de mauvaise mer et 2 mois de mer mitigée. 4, voilà. L'hiver il est costaud ici. Hein. Et quand il y a du courant, il faut suivre le courant. Mais donc s'il y a un petit peu de vent, il faut les avirons pour tirer, pour que la ligne elle marche bien à côté, pour pouvoir bien pêcher. Autour de l'île de la Réunion, tout le monde pêche à la palangre, à la ligne ou à la traîne. Le fond descend trop vite pour pêcher au chalut. On arrive à vivre heureusement parce que sans ça, sans ça, on ne continuerait pas ce métier. Et on vient pas riche, hein, mais je veux dire qu'on nourrit sa famille. Il n'a pas monté comme il fallait. Ballottés par la houle, sur leur barque de 5,50 m, Joseph et Jean-Pierre suivent le poisson à la rame pour économiser l'essence en cas de pépin. Des vivaneaux, des rougettes, des capitaines, des poissons clairs, la pêche a été bonne. C'est l'heure de rentrer sans trop tarder, sinon il n'y aura plus personne au port pour les aider à débarquer. À l'arrivée, c'est reparti pour la manœuvre. Tous les pêcheurs rentrent en même temps, mais c'est chacun son tour, un seul bateau à la fois.